Voilà, on imagine un objet qu'on vient de voir posé sur la table, on ferme les yeux, on l'imagine, voilà. Et après, on peut l'imaginer avoir disparu. Voilà, différents exercices comme ça. Je ne fais pas, moi, ça, mais c'est sur le principe. Après, il montrait qu'après le repos cérébral, eh bien, la créativité pouvait s'enclencher beaucoup plus facilement. Et c'est ce que j'ai appliqué, moi. Le repos, la déconnexion, le lâcher-prise, et après, des exercices de créativité mentale, d'évocation mentale, donc, tout en étant au calme, au repos, sans être forcément dans une détente profonde, mais des fois ça arrive, hein, sans qu'on le cherche. Et à ce moment-là, il peut y avoir une créativité plus élaborée qui vient sur le plan de l'imagination. Mais attention, pour que ça devienne concret, il faut passer après par le langage, ce que soulignait Pauline tout à l'heure. L'expression par le langage est très importante, c'est une étape fondamentale. Et dans tous les stages, j'invitais chacun à exprimer quelque chose, au moins exprimer quelque chose. Personne ne restait dans le silence, il fallait au moins quelque chose, c'est une participation pour qu'il se rende service à lui-même, et que chacun se rende service à lui-même, en cela, en passant après par le langage. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, j'imagine que ces exercices peuvent aussi s'étendre aux personnes qui font des crises d'angoisse ou qui sont en dépression. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai eu dans des stages, je me souviens d'hommes très, très dépressifs qui avaient été dans ces épreuves, une épreuve de veuvage, et qui ont trouvé vraiment un apaisement, un soulagement, et voire une transformation de leur humeur à travers cette méthode. Oui, tout à fait, je me souviens, oui. Je signale dans le livre, moi. Après, si vous voulez, j'en ai fait à une époque, surtout j'étais avec le coach en entreprise quand il était en France, il est parti ensuite au Canada, et donc j'ai plus tellement, j'avais pas le temps d'organiser, c'est lui qui organisait les groupes, mais j'en ai refait récemment des groupes, et donc avec beaucoup de satisfaction, je m'aperçois que ça aide vraiment aussi à la créativité, à la gestion du stress. Et j'ai demandé un petit peu des retours là-dessus, et ça a été les mêmes genres de réponses, quoi. Je veux dire que c'est vraiment basé sur une réalité humaine fondamentale qu'ont entreaperçu les psychanalystes, les psychothérapeutes à travers leurs pratiques, mais sans explication neurologique, et maintenant qu'on peut compléter par les neurosciences, parce qu'on a, avec l'IRM fonctionnel notamment, beaucoup de réponses. Aussi, on peut utiliser est-ce que vous utilisez le langage créatif par, je sais pas, la peinture? Moi, j'avais fait une formation d'art-thérapie, j'avais travaillé avec des autistes, et c'est vrai qu'il y en avait qui avaient leur langage, ils étaient un peu différents. C'était par les sons, d'autres par l'image. C'est vrai qu'on est des fois un peu prisonnier du langage. Alors, c'est vrai que c'est comme pas la faculté, voilà, de s'exprimer par les mots. Est-ce que vous proposez, voilà, d'autres Oui, je propose une palette très simple au départ qui est une évocation mentale. Après, quand chacun trouve une piste qui est beaucoup plus précise dans le domaine artistique, ça peut être effectivement plus encourageant pour cette personne, parce qu'elle va y trouver des réponses, même si je ne les ai pas proposées moi-même. C'est parce que cette méthode permet d'aller chercher les ressources intérieures de chacun. Et donc, je sais bien qu'il y a des ateliers de créativité à travers l'art-thérapie, hein, tout à fait. Et j'avais un ami qui faisait faire des modelages avec la terre glaise, hein, donc on fait beaucoup de choses, et des stages comme ça de créativité. Avec les mains et tout ça, ça peut être vraiment des méthodes intéressantes aussi, bien sûr, je ne dis pas. Moi, je reste au niveau mental. Voilà, ce sont des exercices mentaux, ce que je pourrais dire, ce ne sont pas des exercices physiques, des exercices mentaux par l'évocation de l'imagination créatrice. Donc, je réponds en fait beaucoup plus à ce qu'a exposé Sir John Eccles entre le langage et l'imagination créatrice. Moi, je me situe là. En fait, j'ai trouvé que
ces recherches desquelles c'était extraordinaire, fondamental, et ces découvertes enfin, très révélatrices. Et je ne voyais pas de stage d'application de cela. Donc, je me suis proposé, moi, un peu dans la lignée des neurologues, de proposer ces stages d'application qui tiennent compte aussi, bien sûr, de mon affinité pour les psychothérapies. J'ai lu beaucoup à une époque Freud, puis après Jung, je me suis intéressé, et puis bien sûr la pratique ericksonienne. Voilà, et bien sûr, j'ai lu aussi d'autres ouvrages de Victor Frank, mais après, je ne suis pas resté dans la conception freudienne, en tout cas, de la psychothérapie. C'était juste pour connaître un petit peu voilà, un petit peu tout le panel, mais l'œuvre de Jung est considérable et en général méconnue dans le monde francophone. Hein. Il est plus connu dans le monde anglo-saxon et germanique. D'autres questions? Ah, Isabelle a levé la main. Oui, justement, à propos de Jung, tout à l'heure, vous parliez d'inconscient collectif. Oui. Et au sujet des pratiques dont vous parlez, est-ce que vous pensez que ça peut faire une différence, une pratique collective ou individuelle? Alors, dans les stages pratiques, oui, qui sont des petits groupes que j'animais, c'est vrai qu'il y a une grande richesse des échanges et que je me suis aperçu que souvent, ce que pouvait exprimer une personne au décours d'un exercice pouvait servir de réponse à des questions que se posaient d'autres personnes, même intérieurement, sans qu'ils l'exprimaient. Donc, il y a quelque chose qui relève un petit peu de la communication au-delà du rationnel. Mais ça, c'est intéressant au niveau d'équipe, par exemple, si on a des objectifs communs, mais même quand les gens viennent individuellement à un petit groupe, c'est certain. Mais je pense, et je l'ai pratiqué aussi, c'est que de faire ces exercices soi-même, chez soi, au rythme qui vous convient, en étalant les exercices, au lieu de les grouper sur 2 jours, on les étale sur une semaine, voire plus. Hein, ça permet aussi d'aider et peut-être de mieux ancrer dans le temps aussi ce que l'on fait, parce que le stage, c'est un peu un événement, voilà, rassemblé sur 2 jours, et puis il se peut qu'on soit repris par la vie quotidienne, et puis on oublie un petit peu ce qu'on aurait voulu mettre en place, tandis que dans la longueur, on a peut-être plus, et seul, à son rythme. Alors, le rythme de chacun est important, et c'est pourquoi je pense que l'approche aussi en rythme individuel peut être aussi intéressante. Parce que pour les stages, ce que j'invite aussi, c'est faire des rappels après, de se retrouver pour relancer un petit peu, parce que voilà, tandis que quand on le fait soi-même, on a son rythme, on sait qu'on peut se relancer, voilà, ou refaire un des exercices parmi les 8. Bon, moi, souvent, c'est ce que je faisais de temps en temps, puis des fois aussi, même quand je me souviens, quand j'avais des nuits un petit peu difficiles, parfois, j'arrivais pas, ou je m'étais réveillé, j'arrivais pas à m'endormir, hop, je me réécoute un petit exercice simple, plus axé sur la respiration, et puis je m'aperçois, tiens, que je me réveille le lendemain matin, j'ai même rêvé, donc j'ai dû me rendormir. Et il y a une question de Béatrice? Oui, j'ai noté pas mal de choses depuis le début de l'interview. En fait, bon, il y a le stress effectivement qui est négatif, mais il y a aussi du stress qui peut être positif aussi, qui peut permettre d'avancer. Dans la création, enfin, comme je l'entends, a priori, c'est vraiment d'avoir de nouvelles idées de faire, de nouvelles façons d'être aussi. Ce que je remarquais aussi par rapport au fait que vous dites que les femmes étaient plus facile, enfin, s'adapter davantage aux situations. Est-ce que c'est pour cela? Est-ce que ça explique qu'elles sont plus touchées par la charge mentale? Est-ce qu'elles sont plus touchées par, je n'ai pas compris le mot là, excusez-moi, ça a coupé. La charge mentale. La charge mentale. La charge mentale.
Je ne comprends pas très bien la notion que vous voulez dire avec ce terme. En fait, Est-ce que- vous expliquez que les femmes avaient un cerveau qui s'adaptait davantage que les hommes, Oui, donc à gérer davantage de situations. Et la question, c'était est-ce pour cela, justement, qu'elles sont davantage touchées par l'impact de la charge mentale, du fait qu'elles gèrent beaucoup de choses et qu'elles s'adaptent facilement? La si charge elles mentale, sont- c'est le fait d'avoir ah, toujours beaucoup de choses en tête et oui, ouais, des choses différentes, oui, c'est ça. Et de oui, passer un petit peu d'une idée à l'autre aussi facilement, oui, c'est une capacité qu'elles ont. Peut-être que euh, ça donne une respiration mentale et que ça ne donne pas trop d'accablement comme pourrait avoir quelqu'un qui reste sur une idée fixe et qui cherche à résoudre un problème et sans trouver la solution. Il y a, il y a- il y a une souplesse d'adaptation avec ce fonctionnement-là. Je dirais que c'est une souplesse et puis un peu une liberté aussi. Est-ce que on se comprend là-dessus? Je ne sais pas. oui, disons que les femmes, elles peuvent à la fois être plus intéressées pour travailler sur elles, développer leurs capacités, apprendre et passer d'une idée à l'autre ou d'une tâche à l'autre, mais à la fois, elles sont peut-être plus sensibles aussi au fait d'être en burn-out parce qu'elles ont plein de choses en tête. Et justement, elles peuvent s'éparpiller assez vite et je pense que c'était ça la question de Oui, Béatrice. Est-ce que du fait de cette capacité d'adaptation et peut-être connexion entre les deux hémisphères, est-ce qu'elles sont plus sensibles à la surcharge et à penser pour tout le monde en fait? À penser pour leurs enfants, pour leurs conjoints? bien, oui, elles sont plus sensibles, c'est-à-dire donc elles ont en elles-mêmes aussi cette ressource de vie, et donc peut-être plus sensibles aussi à la souffrance d'autrui, hein, peut-être de compassion. Et donc, des fois, ça peut être des grosses charges émotionnelles, comme certains psychothérapeutes peuvent le ressentir aussi, qu'ils soient hommes ou femmes, quand ils accompagnent des patients et que les cas sont trop lourds. Il y a tout ça aussi qui peut euh, effectivement après entraver le bon fonctionnement, d'où la nécessité de prévoir des décharges émotionnelles, donc des détentes, des moments de respiration. Et je pense que ces exercices sont une des façons, enfin, ou des exercices analogues. Je ne dis pas simplement qu'il n'y a que ces exercices. Ce sont des principes généraux surtout que j'explique, qui peuvent aider à décharger et prendre un petit peu de temps de décharge, ne serait-ce qu'une minute ou même, bien sûr, il y a plein d'occasions de le faire, d'avoir un hobby, de faire de la peinture, de jouer de la musique, sans faire de l'art-thérapie, mais d'avoir des moments, effectivement, de hobby ou associatif, un sport, voilà, une activité un peu secondaire, mais qui est quand même très utile pour se ressourcer ou du moins décharger la charge émotionnelle. Ça fait partie des respirations de la vie, oui, tout à fait. Et donc, quelqu'un qui est plus sensible, les femmes en particulier, devrait se procurer enfin, des moments comme ça dans la journée de petits répits, aussi courts soient-ils. Il y a des exercices minutes, d'ailleurs, que j'appelle comme ça, que je signale dans le livre, ne serait-ce qu'une courte minute pour faire une pause. Bon, c'est un peu comme quelqu'un prend un café ou discute avec les collègues. C'est la même chose, hein, c'est du même ordre. Ça procure une petite détente et donc après on est beaucoup plus disposé à continuer nos tâches. Voilà.
Donc, on a Claire et Nathalie qui nous ont quittés, qui se sont excusées. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ça va, plus de questions? Bon. Ben, en tout cas, merci beaucoup Philippe pour ces quelques points très enrichissants sur le fonctionnement du cerveau, et on comprend mieux l'importance de pouvoir gérer au mieux ses émotions pour en faire et son stress pour en faire un moteur et des atouts que des freins. Après, bien sûr, ça nécessite, comme on l'a dit tout au long du Café des entrepreneurs, ça nécessite de s'entraîner, de pratiquer. Moi, souvent, quand je vous ai en formation sur des thèmes liés au marketing digital, je vous dis, c'est Facebook ou faire un site internet, c'est comme du footing. On s'y met, mais après, il faut y retourner parce que sinon, on perd vite le fil, les notions, et du coup l'impact il est moindre. Donc là c'est pareil, il faut un petit peu pratiquer, et au début c'est bien d'être guidé pour pratiquer, donc à travers donc des livres ou des exercices audio. Donc c'est vrai que la méthode de Philippe, elle est je trouve, pour avoir lu quelques livres sur le sujet, et le livre de Philippe, je trouve qu'elle est assez complète puisqu'il reprend tout son savoir en tant que neurologue, son expérience, et c'est enrichi de choses sur lesquelles il s'est documenté par ailleurs. Donc, il a cité plusieurs praticiens, donc docteurs et autres. Donc, je la trouve assez complète. Après, voilà, la clé, c'est vraiment de pratiquer et s'entraîner. Donc, merci Philippe, merci à toutes. Merci à toi, merci à Sophie Consulting pour cet échange, ce partage. Merci à vous, des participantes qui est venue m'écouter et participer.